Madame la présidente de la première commission n'est pas là. Et j'ai besoin d'elle pour commencer les travaux. Madame la présidente, je vous attends. Bien, pouvez-vous nous dire qui a été élu secrétaire de la première commission? Oui, bien à l'unanimité, Saïd Lotfi Saïd. Lotfi Saïd. Félicitations. Voilà. Bravo. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, le rapport 503 traite de la représentation du Conseil général dans les organismes extérieurs. Si quelqu'un ici s'oppose à la méthode, je peux effectivement procéder, comme cela nous est demandé par le règlement intérieur, par scrutin secret de nomination de ces représentants. Sinon, si personne n'y voit d'inconvénient, nous pouvons décider d'adopter le rapport à main levée, conformément d'ailleurs à l'article L. 3121-15 du Code général des collectivités territoriales. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette méthode? Qu'il le dise tout de suite ou qu'il se taise à jamais. Très bien. Dans ces conditions, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, le rapport 503 est adopté à l'unanimité tel qu'il vous a été présenté. Donc, désignation de M. Saïd en remplacement de Mme Romagnan, à l'exception d'un certain nombre de lignes qui sont indiquées. Il y a donc élection au conseil d'administration du SDIS. Tout le monde est d'accord avec ça? Très bien, merci. Alors, nous en arrivons au rapport 504. C'est Martine Voidet qui nous le présente. Voilà. Donc, c'est un rapport qui est consacré aux moyens des services, mais qui ne fait pas apparaître de demande de crédit, les actions nouvelles étant intégralement financées par des redéploiements. Nous avons un ajustement de 43 790 € entre le fonctionnement et l'investissement s'agissant des moyens informatiques, les demandes concernant principalement l'acquisition de postes de travail ou d'équipements périphériques qui n'étaient pas prévus au budget primitif et qui sont financés en particulier par les économies qui ont pu être faites suite à la renégociation du marché de location des licences Microsoft. Nous avons par ailleurs mis, dans le cadre de la mise en place des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui ont été signés avec l'ensemble des 9 structures d'aide à domicile autorisées dans le Doubs, le premier chantier qui sera mis en œuvre dans le portail de télégestion, ceci ayant pour but de permettre le contrôle d'effectivité. Une opération d'un montant de 180 000 € sur 2012 sera financée sans demande de crédit supplémentaire, compte tenu de l'état d'avancement d'autres dossiers. S'agissant des moyens logistiques, nous avons un ajustement de 40 000 € entre le fonctionnement et l'investissement, parce que sur le plan des dépenses d'investissement, seuls des transferts de crédit en provenance soit de la section d'investissement, soit de la section de fonctionnement sont sollicités. Les dépenses de fonctionnement nouvelles sont intégralement financées par des transferts de crédit et nous avons procédé à l'acquisition de 5 véhicules électriques pour les besoins des services suite à une offre de prix limitée au mois d'août du groupe Peugeot sur des modèles électriques urbains. Donc, ça s'inscrit évidemment dans le cadre de notre démarche de développement durable. Vous avez le tableau à la page 4 concernant les moyens informatiques, à la page 9 concernant les moyens logistiques. Et
vous avez le projet de délibération en page 13 qui rappelle les masses financières qui bougent de ligne à ligne. Très bien, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. 505, ressources humaines, avec une note au rapporteur. Voilà, un rapport en demi-teinte en effet, car les deux premières parties sont extrêmement limitées dans leur ampleur et n'ont appelé aucune observation. La question de la politique sociale en faveur des agents fait l'objet de cette note dont le Président vous parlait, que je vous détaillerai, afin que vous disposiez de toutes les informations sur le sujet, mais qui aboutit en tout état de cause à l'impossibilité de rendre opérationnelle dès aujourd'hui la mesure proposée, contrairement à ce que nous avions envisagé et souhaité. Ce qu'il faut retenir de cette DM2 donc, concernant les ressources humaines, c'est qu'elle se limite à des ajustements techniques et ne nécessite aucun crédit nouveau, malgré une hausse très limitée au budget primitif, puisqu'elle s'élevait à 0,9%, et malgré la prise en compte de diverses obligations réglementaires, telles la hausse du SMIC et les relèvements indiciaires pour certains agents. Je tiens aussi aujourd'hui à souligner la stabilité des effectifs, conjuguée à la résorption de l'emploi précaire. Je vais rapidement détailler les quelques points financiers de cette DM. Tout d'abord, un transfert de crédit à hauteur de 220 738 € qui va venir abonder l'enveloppe des ressources humaines, 23 738 venant de l'insertion et 197 000 de l'autonomie. Ce transfert est lié à l'intégration de la MDPH à l'image de ce qui a été fait il y a quelques mois pour la DAL. Ensuite, nous inscrirons 15 000 € au titre du personnel affecté au RSA. Et enfin, des ajustements internes au budget des ressources humaines seront opérés, mais seulement de ligne à ligne. Et je voudrais ici saluer la rigueur et la précision avec laquelle ce budget a été préparé, puisqu'après versement du salaire d'août, nous sommes à un niveau de 7,92e de consommation de l'enveloppe. Tout ceci s'effectue dans le cadre d'une adaptation des effectifs sans surcoût pour la masse salariale. Nous avons 7 créations de postes qui correspondent à la création de 2 postes au parc, un ingénieur et un technicien, suite au départ de 2 agents qui étaient mis à disposition, ainsi qu'à la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 qui permet la CDIsation, et ceci concerne 5 agents. Nous en arrivons donc à la question de la participation de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité. Le rapport que vous avez sous les yeux a été signé le 11 septembre. Il est antérieur au comité technique paritaire qui s'est tenu le 13 septembre et s'est conclu par un avis négatif, les représentants des personnels s'opposant à l'unanimité aux modalités de répartition de cette participation. Conséquence de ce vote, la collectivité fait le choix de reporter le dispositif qui aurait dû entrer en vigueur aujourd'hui afin de tenter encore d'aboutir à une position plus consensuelle sur cette mesure, pourtant positive pour nos agents et dont nous savons qu'ils l'attendent. Pour dégager donc une bonne compréhension d'ensemble de ce dossier, je vais vous rappeler le contexte global et les différentes étapes qui ont jalonné son portage. Donc nous avions pour projet de mettre en place une participation de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire pour le risque santé et une enveloppe de 300 000 € en année pleine est prévue pour ce dispositif dont les contours justement ne sont pas encore totalement définis à ce jour. Ce projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet ressources humaines 12 et 12 qui intègre parmi ses objectifs l'évolution de l'action sociale en direction du personnel. On avait déjà eu une première action, une première mesure en 2010 avec la constitution d'un contrat collectif sur le risque prévoyance. Il était mis en place de façon effective en juillet 2011 et il permet à 840 de nos agents de bénéficier d'une couverture prévoyance à un taux particulièrement favorable. En 2011, les représentants du personnel ont exprimé leur souhait de voir cette première action trouver un prolongement par la participation de l'employeur aux frais liés à la complémentaire santé. Ce souhait a été très fortement réexprimé suite à la parution du décret du 8 novembre 2011, lequel encadre les modalités légales de cette participation pour les employeurs publics. En juin 2012, au regard du respect du cadre budgétaire, au regard des efforts également demandés au personnel et de l'absence de l'évolution du point indiciaire, Monsieur le Président du Conseil général a fait part de son projet d'affecter, en plus du budget d'action sociale, une enveloppe de 300 000 € dédiée à cette mesure. Et le comité technique paritaire qui s'était réuni le 28 juin avait émis un avis favorable à l'unanimité sur ce projet.
Il convenait ensuite de travailler aux modalités de répartition de cette enveloppe avant soumission de l'ensemble du dispositif à votre validation aujourd'hui. Une concertation avec les organisations syndicales a permis d'aboutir à un choix partagé de concentrer l'aide sur les plus bas salaires et de prendre en compte les charges familiales, ce qui n'était pas forcément la proposition initiale. On a vraiment évolué dans le cadre d'un dialogue social. Présenté le 13 septembre au comité technique paritaire, le schéma proposé s'appuyait ainsi sur le salaire brut de l'agent, jusqu'à 3 000 € brut mensuels, avec un abattement pour chaque enfant à charge, 10% du salaire brut par enfant à charge. C'est le dispositif que vous avez dans le rapport. Au-delà de 3 000 €, il n'y a pas de participation à la complémentaire santé. Concrètement, ça se traduirait dans les faits par une participation de l'employeur pour 92% du personnel. Le montant de l'aide apportée serait de 168 € par an, soit 14 € par mois pour les personnes se situant dans une première tranche de revenus, c'est-à-dire jusqu'à 1 500 € de rémunération brute mensuelle après une décote de 10% par enfant à charge. Une deuxième tranche de 144 € annuels, soit 12 € par mois, et cette tranche va de 1 500 à 2 000 € de ressources mensuelles. Et une troisième tranche de 120 € annuels, soit 10 € par mois. Et ça concernerait les agents jusqu'à 3 000 € de salaire. Les représentants du personnel reconnaissent, y compris dans un communiqué commun en date du 18 septembre, que ce schéma se rapproche du quotient familial, mais ne va pas jusqu'au bout de la démarche qui consiste à prendre en compte les revenus du foyer de l'agent, qui sont vraiment très attachés à la notion de quotient familial. Une solution qui nous apparaît impossible par sa lourdeur et qui de plus nous paraît aussi intrusive dans la vie de l'agent. Donc on doit rechercher des solutions alternatives pour la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, dont on sait qu'il est très attendu. Je rencontre les organisations, les représentants des personnels jeudi dans un cadre informel puisque j'ai des réunions trimestrielles. On regarde aussi ce qui se fait dans les autres grosses collectivités proches et puis on va rediscuter parce que l'objectif serait d'arriver quand même à quelque chose de plus consensuel sur les modalités de répartition de l'enveloppe. On vous tiendra donc informé en temps réel de l'évolution des discussions et des accords qu'on espère pouvoir trouver. Voilà, vous savez tout, vous en savez autant que les membres de la 5e commission, c'est vous dire votre niveau d'information, ce qui vous permet, je suppose, de voter ce rapport en toute connaissance de cause. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est approuvé à l'unanimité. Le rapport 506, on peut peut-être essayer d'aller un peu plus à l'essentiel, même si je suis soucieux de l'information de l'Assemblée. Mais... Oui, mais là, on était sur quelque chose d'important et je qui, comprends. pour une fois, n'était pas... 506. Donc, le 506, il s'agit d'autoriser Enfin, c'est pour... c'est l'état des actions en justice engagées par ou contre le département. Vous en avez la liste à la page 3 et il s'agit pour vous d'en prendre acte. Pas d'objection, c'est donc approuvé. Je vous en remercie. Il n'y avait pas d'abstention, pas d'opposition. 507, exonération en matière de fiscalité directe et indirecte, vote des taux de la taxe d'aménagement et de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Ça va aller très vite. Il vous est juste proposé de reconduire les exonérations existantes et ça se traduit par des pertes de produits fiscales pour notre collectivité, 111 103 € au titre des exonérations facultatives sur le foncier bâti, un chiffre qui vient s'ajouter aux 9,2 millions d'euros d'exonération de droit. 85 000 €, et là nous sommes sur une estimation dans le cadre des exonérations sur la taxe d'aménagement, et 93 970 € en net après compensation de l'État pour les exonérations au titre de la CVAE. Par ailleurs, concernant la taxe d'aménagement et la taxe sur l'électricité, notre Assemblée doit se prononcer à l'occasion de cette session sur le niveau du taux et du coefficient multiplicateur pour l'année 2013. Il vous est proposé en la matière de maintenir également les taux et tarifs identiques à ceux pratiqués en 2012. Très bien, merci. Jean-François Longeau. Non, c'était pas. En fait, j'avais appuyé avant, c'était pas sur ce rapport, c'est simplement sur le rapport 506. Ah, avant, parce qu'il y avait état d'avancement, il y avait 2 dossiers clôturés.
tout simplement pour savoir s'ils étaient clôturés en notre faveur ou en notre défaveur. Ah, pardon. Voilà, c'était tout. Qui peut, alors je ne saurais pas dire, qui peut m'informer au niveau des services sur ces rapports 506 avant de passer à l'information? Bon, on vous donnera l'information, visiblement elle n'est pas disponible. Alors j'en reviens au 507. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé. 508, programmation pluriannuelle. Toujours Martine Voidet. Voilà, c'est une programmation qui permet une gestion pluriannuelle des crédits afin de disposer d'une prospective des programmes votés par notre Assemblée sur plusieurs années et d'évaluer les crédits annuels à inscrire dans cette perspective. Le rapport vous soumet les ajustements apportés dans le cadre de la DM2 sur les autorisations de programme ou autorisations d'engagement et vous présente le calendrier des crédits de paiement nécessaires à leur couverture. Vous avez en annexe au rapport auquel s'ajoutent les modifications précisées dans une note au rapporteur, ça a été développé, c'est le chêne de Flagey, un tableau récapitulatif qui retrace nos engagements pluriannuels. C'est un montant d'autorisation pluriannuelle résiduelle de 185,4 millions d'euros au 31 décembre 2011, une inscription d'autorisation nouvelle de 91,2 millions d'euros au budget primitif 2012, à laquelle s'ajoutent les mouvements opérés en DM1 dans le cadre d'un toilettage de programme clos sur cet exercice et permettant une diminution de l'ordre de 9,7 millions. Et enfin, l'inscription en DM2 de 2,5 millions d'euros d'autorisation de programme en complément des programmes existants, principalement dédiés au développement territorial et à l'acquisition d'œuvres d'art. Le montant total des engagements après DM2 s'élève donc à 269,3 millions d'euros, dont 4,6 au titre du fonctionnement. Ils sont couverts sur 2012 à hauteur de 77,5 millions d'euros par des crédits de paiement, ce qui représente un taux de couverture de 28,77%. Bien, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé ce rapport 508 à l'unanimité. Alors nous en arrivons au dernier rapport qui évidemment qui récapitule par définition l'ensemble des décisions. C'est le rapport général concernant la décision modificative numéro 2 de 2012. Je demande vraiment au rapporteur de ne pas reprendre l'intégralité de ce que nous avons dit très largement déjà lors du débat liminaire et qui nous a permis, me semble-t-il, d'aller à l'essentiel des choses. Donc, merci de ne retenir ou de rappeler que ce qui fait l'essentiel. Voilà, une DM2 qui s'élève en dépenses et en recettes à 3 679 277 euros et prenant en compte l'inscription complémentaire de crédits relative à l'acquisition du chêne de Flagey. Au regard du volume global du budget du département qui était, je le rappelle, de 548 millions d'euros après la DM1, ce projet de décision modificative se présente ainsi comme un simple budget d'ajustement et je ne pense pas qu'il soit utile de détailler au-delà parce qu'on est vraiment sur des ajustements de ligne à ligne pour l'essentiel. Et nous avons donné surtout le sens global de cette DM2 ce matin. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Pardon. Il y avait, excusez-moi, Jean-François Longeau, il y a une explication de vote. Merci. Oui, Président, nous nous abstiendrons sur ce rapport 509 pour la raison qu'on a évoquée, effectivement, parce que même les explications que vous avez données ne nous conviennent pas sur la RD1. Et je pense que même si on est obligé de faire des économies et de revoir un certain nombre de crédits à la baisse, ce qui peut me paraître nécessaire, je pense que revoir des crédits à la baisse, on pourrait certainement les revoir sur la voie verte plutôt que de l'avoir sur la RD1 parce qu'on pense qu'en matière d'utilité, il y a plus d'utilité à mettre des crédits sur cette RD1 et sur ce développement économique que de la mettre pour l'instant sur la voie verte. Voilà, merci Président. Alors, la voie verte ne s'oppose pas à la RD1. La voie verte, elle a aussi une finalité économique, bien entendu. C'est la valorisation touristique de notre territoire. Et aussi, dois-je le rappeler, elle a un objectif de desserte par mode doux de déplacement de cette partie du territoire, notamment toute cette zone de Pontarlier. C'est cela aussi que permet la voie verte, mais je le reconnais, nous sommes peut-être en avance sur
beaucoup de considérations locales. Il faudra encore faire de la pédagogie. Et c'est dommage que nous ne soyons pas unanimes sur cette appréciation. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions? Je ne vois pas d'opposition. Des abstentions, donc. Merci. Le rapport DM2 est approuvé à la majorité. Alors, nous en arrivons à l'examen des vœux qui ont été déposés en début de séance. Je vais commencer par le vœu déposé par le groupe socialiste et apparenté. Je vais demander à Gilles Robert de nous le présenter, sans obligatoirement en faire lecture, mais de présenter peut-être davantage l'esprit de cette motion. Allez-y. Donc oui, vous avez cette motion relative à l'IGP absinthe sous les yeux. Donc vous avez entendu dans la presse de quoi il s'agissait. Donc les producteurs suisses du Val de Travers souhaitent déposer une IGP absinthe du Val de Travers. Maintenant, la demande est faite au niveau européen et si elle aboutissait, elle compromettrait les chances des producteurs d'absinthe du côté de Pontarlier, du côté France. Donc c'est pour cette raison que cette démarche a suscité un certain nombre de réactions négatives du côté du Haut-Doubs, du côté de Pontarlier. Les producteurs suisses considèrent qu'il ne faut pas s'alarmer de leur démarche, mais qu'au contraire on doit travailler en complémentarité. Il n'empêche qu'il existe un risque de compromettre la production d'absinthe et surtout la labellisation de l'absinthe de Pontarlier au Doubs. D'autre part, cette action nous gêne dans la mesure où nous avons mis en place la route de l'absinthe et qui sillonne l'ensemble des sites, à la fois français et suisses, et que symboliquement c'était l'image d'une union entre ces producteurs autour d'un produit qui était remis au goût du jour. Et donc c'est pour cette raison que nous vous demandons d'adopter cette motion. Et je crois qu'on peut ajouter également que le président a interpellé le ministre de l'Agriculture récemment sur cette question et quasiment dans les mêmes termes que ceux que vous avez sous les yeux. Donc le Conseil général du Doubs demande à l'État français de mobiliser les instances compétentes afin d'obtenir des autorités européennes et suisses que soit rapportée la décision de l'Office fédéral de l'agriculture suisse relative à l'absinthe, que soit rapportée ou reportée. Rapportée, on dit, je crois. Et appelle les producteurs du Val de Travers à privilégier l'enregistrement de la dénomination absinthe du Val de Travers. Très bien, merci. Jean-François Longeau. Oui, merci, Président. Donc, on votera cette motion. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit que je voulais opposer la voie verte à la RD1. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que j'avais voulu évoquer le fait de dire si on a besoin de crédit, on peut les prendre là. Et là, aujourd'hui, on votera cette motion. Et je ne vous dirai pas qu'on oppose la Suisse à la France, parce que je ne me permettrai pas. On défend le bon sens français et le bon sens du Haut-Doubs et le bon sens pontisalien. Voilà pourquoi nous voterons ça, sans opposer personne à personne. Merci. Très bien, merci. Donc il y a, si je le comprends bien, une belle unanimité sur cette motion. Je vais donc le vérifier en les termes où elle est proposée. Pas d'abstention, pas d'opposition, c'est approuvé. Alors, je vais vous laisser le soin, peut-être là aussi, selon la même méthode, de présenter la motion que vous souhaitez en faveur de la réalisation rapide des travaux liés à la LGV dans le Doubs, sauf qu'au passage, ce que vous sollicitez n'est pas dans le Doubs, juste c'est un problème de forme. C'est en dehors du Doubs, précisément. La poursuite de la LGV, c'est à la fois sur l'ouest, en Bourgogne, et de l'autre côté, sur l'est, en Alsace. Bien. Ceci étant, je vous écoute. Nous vous écoutons. Pardon. Merci. Oui, d'ailleurs, on a voulu l'intituler vœux parce que je crois que
mon motion, c'est quelque chose de fort. Est-ce que le vœu, c'est quelque chose, c'est un souhait. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison de dire que ça ne nous concerne pas uniquement. Mais je pense que si nous avions un TGV qui ne desserve que le Doubs, je ne suis pas sûr que nous aurions besoin d'un TGV pour ne desservir que le département du Doubs. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité de territoire. Et c'est pour ça que nous l'avons proposé. Nous l'avons proposé en toute conscience. Et je crois que nous n'avons pas fait d'attaque particulière sur telle ou telle politique qui ne serait plus mise en place. C'est simplement d'attirer l'attention. Je crois qu'on fait après des constats. Comme je l'ai dit ce matin dans mon discours, c'est vrai que j'ai entendu dans cette assemblée tout le monde intervenir sur le contournement de Besançon et tout le monde se plaindre sur le fait que ce contournement avait mis des années. J'aimerais qu'il y en ait un qui lève le doigt et qui me dise « Moi, je ne suis jamais intervenu sur le contournement de Besançon ». Mais le problème, c'est qu'on intervient toujours 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, parce qu'on a laissé s'abandonner des projets, parce qu'on n'a pas été réactif. Or, notre vœu, c'est simplement qu'il ne soit pas remis en cause les investissements concernant la réalisation de cette LGV sur l'ensemble du territoire national. Et c'est bien pour ça que nous ne sommes pas cantonnés au département du Doubs. Je crois que c'est quelque chose d'important. En plus, dans le cadre des économies d'énergie et autres, et puis dans le cadre de ce qu'on veut faire sur l'environnement, ça me paraît important. On doit rester un acteur dynamique en termes d'aménagement de notre territoire et en termes de développement économique. On a participé au financement de la LGV. On nous a demandé d'y participer, on l'a fait. Je crois que c'est important que ce que nous avons investi dans le département ne soit pas abandonné parce qu'une décision, à un moment donné, nous dit voilà, on arrête. Et puis je crois qu'aussi dans la conjoncture économique, il y a une urgence pour les entreprises et puis pour l'aménagement de notre territoire à poursuivre les projets entrepris autour de la LGV. Et pour le devenir, vous ne m'avez jamais non plus entendu, et je me suis souvent heurté aux articles qui pouvaient paraître dans les journaux où on parlait de Besançon sur la Belle Endormie. Je n'ai jamais accepté ce genre de propos parce que je pense que si jamais on les accepte en tant qu'élus de ce département ou élus régionaux, ce n'est pas nous rendre service. Je pense qu'il faut qu'on ait une capitale régionale et départementale très forte. Donc je crois qu'il faut qu'on puisse poursuivre les projets autour de la ligne LGV et de renforcer la capitale régionale et départementale. Voilà, simplement ce que nous avons souhaité. C'est vraiment un vœu que nous espérons que chacune et chacun des élus autour de cette table partagera. Voilà, merci. Très bien, merci. Éric Alauzet. Monsieur le Président, pour une explication de vote dans la suite des votes précédents que j'ai déjà émis sur ce dossier, vous en souvenez sans doute, donc je m'abstiendrai sur ce dossier. Les arguments que j'avais donnés concernant le contexte budgétaire dont on parle très souvent ici, mais quand on est dans le concret, il faudrait qu'on arrive à le concrétiser justement, de l'État d'une part, de nos collectivités locales et du Conseil général singulièrement. Ces arguments que j'avais évoqués il y a quelques mois sont encore plus prégnants aujourd'hui. Et d'ores et déjà, le gouvernement, il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'autruche, a annoncé que l'ensemble des grands projets d'infrastructure allaient être revisités, repoussés pour certains. Donc il ne faut pas faire comme si, et on ne peut pas là non plus raisonner dans notre seul département ou seule région. Il faut qu'on ait la vision de l'intérêt général. J'ajoute que la Cour des comptes a émis un rapport important, il y a quelques mois, indiquant que l'ensemble des grands projets d'infrastructure, de transport et énergétique devaient être réévalués au vu de leur intérêt social et économique. Je vous précise juste au passage quand même que pour les seuls, je crois que c'est 15 km à l'ouest, c'est 300 millions d'euros. À l'est, c'est 700 millions d'euros. C'est 300 millions d'euros pour une minute gagnée. Alors je peux vous assurer que si on fait une étude socio-économique de cette affaire-là, au regard de l'ensemble des urgences qu'il y a à traiter, et d'autres urgences sont tout aussi importantes, il y a simplement des choix à faire et d'activités économiques à développer. Simplement, il faut que l'euro utilisé soit le mieux utilisé possible. Et c'est sans doute pas en mettant
300 millions d'euros, à mon avis, je l'ai déjà dit ici, pour gagner une minute qu'on fait une bonne opération socio-économique. Voilà. Merci, chers collègues. Alors, je vais vous proposer d'abord une réaction sur le fond, ensuite une proposition de méthode. Sur le fond, pourquoi j'intervenais tout à l'heure pour corriger, pardonnez-moi, le titre. C'était non pas sur le fond que j'avais parfaitement compris, mais que si on veut que notre vœu soit entendu, il faut qu'il soit rigoureusement exact. Et que, effectivement, quand nous parlons de LGV dans le Doubs, nous parlons de la LGV dans son ensemble, la LGV Rhin-Rhône dans son ensemble, et qui présente en effet, vous avez eu raison de le rappeler, un intérêt majeur pour le département du Doubs. C'est la raison pour laquelle je souscris, pour ce qui me concerne, mais je m'exprime au nom de la majorité, sur le fond de votre démarche. C'est-à-dire qu'il nous faut que les 39 millions que nous avons investis aient du sens et il faut aller au bout de la logique. Si nous voulons être entendus sur le vœu que nous faisons, que nous exprimons, j'introduirai pour ma part 3 amendements. Le premier, c'est par rapport à ce que vous dites sur le respect des engagements financiers. J'ai eu l'occasion de l'expliquer ce matin. Il n'y a pas d'engagement financier à ce jour dans cette affaire. Il faut donc que nous demandions qu'au-delà de la volonté déjà exprimée, celle-là, elle l'a été, il y ait, dans les meilleurs délais, un plan de financement de ces travaux. La volonté, elle a été exprimée, mais le plan de financement n'existe pas. Premier amendement que je propose. Deuxième amendement, vous suggérez qu'à l'initiative du président du Conseil général du Doubs, la réunion des représentants de l'État, etc., je n'ai pas compétence pour organiser ce type de réunion, non pas que je le voudrais, je ne le voudrais pas, mais vous comprenez que ça ne concerne pas seulement le département, mais l'État, la région, et donc ce que je vous suggère dans la rédaction, c'est que nous nous raccrochions au SMICS, créé à l'initiative de l'ensemble des collectivités, avec non pas l'engagement de l'État, mais au moins l'implication bienveillante de l'État. Et donc c'est à partir de la création de ce SMICS que nous devons réaffirmer notre volonté d'aménagement et de développement économique autour de la gare. Et puis, troisième point, votre vœu n'y fait pas référence, n'y voyez pas l'ombre d'un reproche, mais nous sommes le département du Doubs. Et nous devrons prendre en compte, certes, la desserte Rhin-Rhône, mais en même temps, nous ne devons pas oublier nos collègues et amis du Haut-Doubs avec la desserte Lyria, parce que ce que j'entends actuellement, c'est une petite musique qui vise à nous expliquer que puisqu'il y a le TGV Rhin-Rhône, il faut envisager la disparition des TGV Lyria. Or, nous avons à tenir le développement de l'ensemble de notre territoire, et en particulier aussi, ne l'oublions pas, notre territoire frontalier de la Suisse. Et donc, je vous propose d'y ajouter cette dimension-là, parce que, encore une fois, pour nous, c'est un tout, et c'est très complémentaire. Alors, je vous ai proposé, pour ne rien vous cacher, j'ai préparé pendant que la matinée une rédaction alternative, je vais vous la distribuer, et je vais vous proposer 10 minutes, si vous en êtes d'accord, de suspension de séance pour vous permettre à la minorité de regarder cette rédaction alternative qui reprend ce que je viens de dire. Et puis pour permettre aussi à la majorité d'en prendre connaissance, parce que je suis soucieux naturellement de ne pas être dans cette affaire le seul décideur, mais d'engager avec mes collègues et mes amis la discussion nécessaire. Est-ce que ça vous convient ? 10 minutes, nous essayons de faire pas plus parce que nous avons la commission permanente dans la foulée. Merci. Alors, j'invite, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puisque vous êtes moins nombreux, la minorité à aller dans la salle de l'horloge et à la majorité de rester ici. Alors, s'il vous plaît, je sais que l'exercice d'émotion peut devenir rapidement un exercice délicieux qui peut durer, prendre beaucoup de temps.
je pense qu'il faut ne pas perdre de vue l'essentiel de ce que nous voulons exprimer et ne pas nous affronter ni dans des arguties à l'infini et encore moins dans des rédactions qui prennent en compte telle ou telle nuance. Plus nous dirons l'essentiel de ce que nous voulons exprimer, et je pense que sur précisément cet essentiel nous sommes d'accord, mieux nous serons efficaces. Alors, comment nous y prenons-nous? Je reprends, puisque Vincent est allé discuter avec vous de notre part un petit peu en temps réel. Je vous propose que sur les premiers attendus, vu l'importance pour la Franche-Comté, nous ne modifions rien. Vu l'engagement financier, nous ne modifions rien. Vu que conformément aux orientations prises lors de l'élaboration du projet, le Conseil général poursuivra la réalisation des travaux de la RD1 lorsqu'en cohérence avec l'aménagement de la RN 57 et afin de permettre le développement rapide de la zone d'activité, c'est ainsi que ce paragraphe est modifié. Vu l'avancement des phases préparatoires de la seconde tranche des travaux de ligne Est, nous supprimons l'attendu suivant qui n'apporte pas grand-chose. Nous savons que la présidente du Conseil régional négocie pour le compte de la région, elle est simplement dans son rôle, et nous ajoutons le Conseil général du Doubs souhaite que soit le plus rapidement possible précisé et contracté le plan de financement de ces travaux, l'État, mais aussi RRF, l'Europe, la Suisse, les régions, puisqu'il y a plusieurs régions qui sont concernées, et les collectivités locales devront préciser leur niveau et délai d'engagement. Que nous faisions passer en 2 le soutien permanent au maintien des dessertes du Haut-Doubs et en 3 le paragraphe inchangé sur le SMIX. Et ainsi, j'ai cru comprendre que vous en étiez d'accord. C'est bien ça? Bon, alors je vous propose que nous mettions ce vote ainsi amendé, ce vœu ainsi amendé à l'approbation générale. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, écoutez, c'est très bien. Nous nous retrouvons, vous le voyez, je l'avais annoncé. Ah, pardon, une abstention. Non, elle a bien été prise en compte. Nous nous retrouvons, voyez-vous, sur l'essentiel, comme je l'avais dit. Alors, la quoi? Voilà, c'est très bien. Alors écoutez, merci pour cette belle unanimité. Je vous propose, vous restez là, il y a 1 minute de suspension de séance, vous ne bougez pas, vous ne vous sauvez pas, et nous reprenons les travaux au terme de cette minute, le temps de reprendre les dossiers correspondants sur la commission permanente. Si en attendant quand même, je veux dire à Jean-François Longeau, qui me posait la question, entre-temps j'ai pu avoir l'information, sur les 2 affaires, c'est-à-dire les actions en justice engagées par ou contre le département, il y avait 2 affaires dont on vous disait qu'elles étaient clôturées. L'une qui concerne la société R, pour un recours indemnitaire relatif à l'exécution.